on a souvent tendance à célébrer justement des concepts du type ZLECAf, etc. Mais ce que l'on constate, c'est que le monopole focal de l'offre est toujours orienté vers les puissances étrangères, donc les pays développés, les pays de l'OCDE, qui justement vont déverser tous leurs produits finis dans nos pays. Et il se pose donc un problème de compétitivité. Il se pose un problème de compétitivité lorsque l'artisan congolais est dans le même marché qu'un artisan, alors qu'il travaille au scalpel et au couteau, et on le met dans le même marché que l'artisan français ou allemand qui travaille avec des instruments beaucoup plus performants. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous plongeons au cœur d'une problématique économique qui touche directement l'Afrique centrale, le piège du Dutch Disease, indirectement appelé le syndrome hollandais. Et pour en parler, ce soir, nous accueillons Jacob Bonguissa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de l'essai Bassin du Congo, le piège Dutch Disease, à retrouver donc aux éditions Percé. Pourquoi avoir choisi de publier ce livre, sachant que ce phénomène est quand même connu des spécialistes, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent, pouvez-vous justement nous montrer cette problématique-là ? Alors, je vous remercie pour votre invitation. D'abord, peut-être commencer par rappeler justement le potentiel du bassin du Congo, avec justement les ressources tangibles que nous avons, donc les eaux, les forêts. Le bassin du Congo, c'est plus de 10 000 espèces de plantes tropicales, plus de 400 espèces de mammifères et plus de 1000 espèces d'oiseaux. En plus, donc, justement, bien entendu, des tourbières qui absorbent des quantités considérables de carbone. Alors, ensuite, sur le Dutch Disease proprement dit, c'est justement le cœur de cet ouvrage, c'est de rappeler à quel point, finalement, de notre point de vue, bien entendu, il y a finalement ces effets de prédation, ces effets de rente qui pourraient, me semble-t-il, caractériser justement me semble-t-il, la gouvernance des ressources qui seront issues justement de ce service écosystémique, ce coût de la régulation justement du service écosystémique que le bassin du Congo justement pourrait, donc les pays membres du bassin du Congo pourraient justement entraîner. Ouais. Mais pourquoi justement c'est le bassin du Congo en particulier qui serait plus vulnérable de ce piège au contrario d'autres régions d'Afrique centrale ou bien même mondiale, on peut l'élargir. Pourquoi ce serait vraiment là le bassin du Congo ? Alors tout simplement parce qu'il y a un passé, il y a un existant, il y a un passif. Alors ce qui caractérise justement, pour ne parler que de la République du Congo, pour commencer par la République du Congo, ce qui caractérise justement nos pays, eh bien, c'est des questions de fragilité de gouvernance. La République du Congo, c'est quoi? Ces 60 dernières années, on a vu justement un pays qui s'est considérablement enrichi. 1960, à peu près 130 millions de dollars de PIB pour 1 million d'habitants. Et en 2023, 14,2 milliards de dollars de PIB pour à peu près 4,5, peut-être 5 millions d'habitants. Donc un pays qui constate, et dont on peut constater effectivement qu'il y a une embellie financière et donc un enrichissement considérable, mais dans le même temps, des populations qui s'appauvrissent. Quand on regarde justement les indices de développement humain, on est 153e sur 191 pays. Et donc ce sont ces paradoxes que nous relevons. Et donc l'idée, c'est de dire comment expliquer que des gouvernants, effectivement, qui, sur les questions, et donc les ressources considérables, colossales, issues justement de l'exploitation tout ce qui est pétrole, donc l'industrie extractive, etc., comment expliquer que des gouvernants qui finalement étaient, me semble-t-il, dans l'incapacité d'apporter justement aux populations toutes les attentes nécessaires du fait de l'exploitation de ces ressources pétrolières,
comment expliquer que les mêmes seraient au nom de ce que, quelque part, justement, elles se seraient converties à l'écologie, comment expliquer que les mêmes seraient en capacité tout d'un coup, justement, de gérer finalement les dividendes issus de ce capital vert. Et c'est pour ça que dans votre essai, vous insistez vraiment sur la nécessité d'une modernisation d'une élite donc africaine beaucoup plus autonome. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? N'est-ce pas là, justement, une vision très occidentale, on va dire, du développement que vous proposez? Non, pas du tout. C'est pas une vision occidentale. C'est tout simplement de dire qu'il y a, me semble-t-il, un certain nombre de fondamentaux. Un certain nombre de fondamentaux parce que quand on regarde aujourd'hui au niveau de délitement de nos États, on n'a pas besoin, me semble-t-il, d'importer des modèles de gestion, de gouvernance. Pourtant, ça marche ailleurs, hein. Pourquoi pas justement l'importer? Ce serait une question quand même. Oui, mais ce que je vais dire, c'est que justement, il faut penser des systèmes de façon endogène. C'est bien, on peut importer des modèles. Je n'exclus pas la possibilité de pouvoir importer des modèles. Mais ce que je vais simplement évoquer, pour revenir justement sur les données que je citais précédemment, et là, une fois de plus, il n'y a pas que la République du Congo, je parle de la République démocratique du Congo également. C'est de la responsabilité, finalement, de nos gouvernants de penser de façon endogène au développement. Alors, il y a différents modèles, il y a différents processus, mais c'est la responsabilité de nos gouvernants de penser de façon endogène. En République démocratique du Congo, je faisais allusion justement à la jeunesse, donc au forçat du cobalt, donc des jeunes qui sont obligés d'aller forer de façon dangereuse avec tous les risques que peut justement courir cette jeunesse, aller forer pour $1 ou €, justement, des mines. Et ça, c'est quelque chose de très concret. Et donc, je pense que le développement requiert de la transparence. Il faut des instruments et des mécanismes de contrôle. Il faut ensuite que nous puissions assumer finalement cette espèce de polycentrisme de l'action publique avec, sur des questions environnementales par exemple, le fait que, de mon point de vue, qu'il n'y ait pas que les politiques. Il faut des scientifiques, il faut des universitaires, il faut aussi des populations locales, autochtones, de sorte que voilà, le tour de table soit élargi sur les questions de gouvernance. Donc on peut, me semble-t-il, réfléchir à la possibilité de mieux orienter notre approche. En tout cas, les lecteurs et bien même voir les téléspectateurs qui aimeraient justement en savoir plus sur votre livre pourraient être d'accord sur votre approche pour dire que justement la classe dirigeante s'enrichit personnellement, mais vous ne pensez pas qu'il faut voir aussi au-delà que la classe dirigeante avec la responsabilité des collectifs justement et celle des bailleurs de fonds et bien même au-delà de ça des multinationales aussi qui ont une grande responsabilité dans ce piège? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour illustrer cela, je vais revenir sur justement le PIB, qui me semble-t-il est un indicateur important. Alors, selon la Banque africaine de développement, il faut, pour justement aborder de façon adéquate le changement climatique pour la République du Congo entre 2020 et 2030, à peu près 13,26 millions de dollars. Ça représente à peine 10% du PIB en proportion de ce que le Congo a pu générer en 2023. D'accord. 10%. Donc si on avait véritablement, parce que si on avait véritablement à cœur, et en tout cas la volonté politique, comme on dit, d'amorcer ce processus, on l'aurait fait. Oh. Et donc je suis d'accord qu'il y a, me semble-t-il, nécessité pour justement les pays développés me semble-t-il, assumer leur part de responsabilité et donc payer le coût de ces services écosystémiques que nous rendons au reste de la planète à travers ce mécanisme de régulation justement que nous assumons. Mais il y a, me semble-t-il, une sorte de contresens, quelque chose de contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il y a un discours aujourd'hui qui consiste à dire oui, il nous faudrait mobiliser des ressources pour financer et accompagner ce processus, parce que derrière, il y a cette incitation qui est faite justement à nos États de réduire la part justement des énergies fossiles dont nous avons besoin pour nous développer. Donc, je considère que c'est assez contre-intuitif. On a des ressources aujourd'hui que finalement les dividendes tangibles issus de l'exploitation de ces ressources servent déjà aujourd'hui.
et donc que l'on n'attende pas finalement des ressources venant de l'extérieur pour accompagner ce processus de développement. Avec ce que nous avons, nous pouvons, me semble-t-il, véritablement être efficaces, apporter les réponses qu'attendent nos populations et donc être en capacité d'agir au quotidien. Donc oui, ne pas attendre donc des bailleurs de fonds, des multinationales, mais avec la multiplication des projets miniers et forestiers soutenus notamment par la Chine et d'autres puissances étrangères, comment justement les élites du bassin du Congo peuvent-elles résister à cette pression étrangère et à mieux défendre surtout les intérêts locaux, parce que c'est quand même eux qui dirigent, on va dire, les sites miniers ou alors même d'autres ressources quand même. Alors, tout à fait. Ce qui est vrai, c'est que l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises. C'est ça. Et ça, il faut le rappeler. Mais en même temps, c'est un moment qui est assez intéressant de mon point de vue, parce que ça nous offre la possibilité aujourd'hui de rebattre l'ensemble des cartes et de retrouver une marge de manœuvre. Et donc c'est ce pouvoir de négociation qui nous permettrait, me semble-t-il, d'être plus proactif et plus dur dans la négociation. Dans cette négociation, on en est où? Est-ce qu'on arrive à être dur, justement? Alors ça va dépendre, ça va dépendre. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Nous sommes encore dans des systèmes qui, me semble-t-il, sont ceux d'une économie d'empire. Nous importons encore justement nos matières premières, nous ne les transformons pas assez. L'objectif, ce serait peut-être de commencer par les transformer sur place. Et pour faire un parallèle rapidement, si vous le permettez, avec justement ce qui caractérise aussi quelque part nos dirigeants, ce ne serait pas quelque part les dénigrer que de le rappeler, mais on a souvent tendance à célébrer justement des concepts du type ZLECAf, etc. Mais ce que l'on constate, c'est que le monopole focal de l'offre est toujours orienté vers les puissances étrangères, donc les pays développés, les pays de l'OCDE, qui justement vont déverser tous leurs produits finis dans nos pays. Et il se pose donc un problème de compétitivité. Il se pose un problème de compétitivité lorsque l'artisan congolais est dans le même marché qu'un artisan, alors qu'il travaille au scalpel et au couteau, et on le met dans le même marché que l'artisan français ou allemand qui travaille avec des instruments beaucoup plus performants. Et donc il se pose un problème de compétitivité. L'artisan congolais est appelé à disparaître dans ces conditions. Alors que le PIB contribue à hauteur de 20% quand même de notre richesse. Donc il faut véritablement que nous soyons dans cette capacité d'être beaucoup plus habiles dans la négociation, penser à nos populations, penser véritablement à la nécessité pour nous d'être beaucoup plus durs dans la négociation, et du reste, tous les autres pays le font. Donc je ne vois pas pour quelle raison on ne le ferait pas. Et vous pensez que la diaspora a un rôle à y jouer, ou bien même est-ce qu'elle est susceptible d'être beaucoup plus intéressée par cette problématique? Qu'est-ce que vous en pensez? Que peut faire aussi la diaspora dans ces enjeux-là? La diaspora, elle est disparate, hein, donc je ne parlerai peut-être pas au nom de toute la diaspora. Mais est-ce qu'elle peut avoir un impact aussi? Elle peut avoir un impact. Il y a déjà le fait de commencer par jouer son rôle pleinement, d'exercer ce que d'aucuns appellent le contrôle citoyen de l'action publique. Donc il nous faut des instruments et des mécanismes de contrôle à tous les niveaux. Au niveau médiatique. Aujourd'hui, on a ce foisonnement de possibilités que nous offre justement Internet et les réseaux sociaux. Et après, il y a bien sûr les relais en termes de colloques, en termes d'espace, de plateformes d'échange, parce qu'une fois de plus, il ne faudrait pas laisser aux politiques et aux politiques seuls de parler de ces questions. Il faudrait ouvrir le débat. Il y a eu récemment encore, justement, à Nice, le sommet justement sur le sommet international sur la haute mer, donc le BBNJ. Il faudrait qu'en Afrique, on s'approprie ces questions et que nous soyons en capacité, nous aussi, derrière,
justement de mobiliser justement et élargir le tour de table, qu'il n'y ait pas les politiques, que les politiques ne soient pas les seuls finalement sur cette question, qu'il y ait des chercheurs, qu'il y ait des scientifiques. C'est d'abord de toute façon des questions qui sont des questions éminemment scientifiques, ce ne sont pas que des questions politiques. On arrive à la fin de l'émission, face à la montée des tensions électorales et répression des voix dissidentes, notamment beaucoup plus en République du Congo, étant donné que le bassin du Congo, on le connaît, le poumon de l'Afrique. Denis Sassou Nguesso a fait de ce mandat-là vraiment une voix écologiste. Mais comment espérez-vous une meilleure gouvernance dans ces sujets-là à l'avenir, à l'approche justement des élections présidentielles? Alors déjà, s'agissant justement de ce rendez-vous électoral, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que l'élection présidentielle est un rendez-vous de bilan pour le régime sortant, pour le pouvoir sortant. Donc ils vont devoir défendre et assumer un bilan. Et ensuite, il appartiendra aux électeurs et donc aux Congolais d'apprécier et de juger finalement ce bilan. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'aune de cette élection? C'est qu'il y ait une élection qui soit déjà ouverte et qu'elle permette l'expression et la manifestation d'autres offres politiques. Si on considère qu'on est une démocratie libérale, et donc avec la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir s'exprimer, de porter des projets politiques, et donc, je le disais, c'est un rendez-vous de bilan pour le pouvoir sortant. Pour ceux qui ont des offres politiques, eh bien, ce sera un rendez-vous de projets. Et donc, dans le cadre de ces projets-là, il faudrait porter des projets qui intègrent l'ensemble de ces problématiques, des problématiques sociales, sociétales, environnementales, écologiques, industrielles, parce qu'on a besoin, et je le disais, de la nécessité pour nous, justement, d'industrialiser un certain nombre de processus et ne pas, justement, continuer à considérer qu'on a besoin de l'extérieur pour penser notre propre développement. Il faudrait que celui-ci soit endogène. Ça ne signifie pas qu'il faudrait être fermé, il faut bien au contraire rester ouvert, mais il faut avoir le courage d'assumer justement la vision qui est la nôtre et l'histoire de l'Afrique, bien sûr, du Congo et bien entendu des pays membres du bassin du Congo. Merci beaucoup Jacob Bonguissa. Vous êtes donc l'auteur de l'essai Bassin du Congo, le piège du Dutch Disease, à retrouver donc aux éditions Percé. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.